Bonjour à tous, aujourd'hui je suis parti à la rencontre de Pierre Ménez. Certains le connaissent pour ses chroniques dans le Canal Football Club, d'autres pour ses interventions sur TPMP, ou encore pour sa voix dans le jeu FIFA. Plus récemment, il a également fait parler de lui en raison d'accusations d'agression sexuelle. Dans cette interview, nous aborderons évidemment ce sujet, mais nous parlerons également de son parcours, de ses anecdotes, des moments marquants de sa carrière. Comme beaucoup, j'ai été surpris d'apprendre ces accusations, un sujet bien évidemment qui demande à être traité avec sérieux et fermeté, et il est évident que je condamne toute agression, j'ai bien dit agression sexuelle. Pour rappel, Pierre a été relaxé dans 2 affaires sur 3, et condamné à 2 mois de prison avec sursis pour l'une d'entre elles. Pour ma part, et de manière générale, donc pas spécifiquement pour cette affaire-là, je laisse toujours la justice suivre son cours. Je ne participe jamais au tribunal médiatique. Et je considère que la parole d'une femme qui accuse a autant de valeur que la parole d'un homme qui se défend. Tant qu'un jugement n'a pas été rendu, bien entendu. Étant donné le franc-parler de Pierre Ménez, j'espère qu'il répondra à toutes mes questions sans langue de bois. Alors je ne suis ni avocat, ni juge, mais simplement un intervieweur qui souhaite offrir un espace de discussion démocratique. Je laisse maintenant la parole à Pierre Ménez pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Pierre. Salut Vincent. Merci de me recevoir ici, à la Baule. C'est là où tu as grandi, c'est là où tu as vécu? Non, c'est pas là où j'ai grandi. Je viens ici depuis 1982. Malheureusement, je suis né 19 ans avant. J'ai découvert la Baule en 82. Je suis tombé immédiatement amoureux. J'y venais très régulièrement depuis qu'avec ma mère, on avait acheté notre maison à la mort de mon père en 90. Oui. Et puis avec ma femme, on a décidé de quitter la région parisienne et on s'est installé ici en avril 2023. Et donc, c'est commentateur sportif, ton métier principal, c'est ça? Oui, Journaliste sportif, chroniqueur, oui, chroniqueur, voilà. ouais. Comment ça t'est venu? J'avais 2 passions dans la vie quand j'étais jeune, c'était jouer à la comédie et le foot. Et le fait d'avoir percé dans le foot m'a d'ailleurs permis de jouer un petit peu la comédie puisque j'ai participé à une dizaine de films. Oui, t'as joué dans Les Tuches. Entre autres, ouais. Puis voilà, et puis je suis rentré à l'équipe juste au-dessus de la femme de ménage. Et puis j'ai fait mon trou à l'équipe pendant 21 ans. J'ai quitté l'équipe en 2005 pour aller au Stade de Reims comme dirigeant. En même temps, la même année, j'ai commencé 100% foot. 100% foot, ça s'est très bien passé. Le Stade de Reims, beaucoup moins. Oui, tu restais 1 an ou quelques mois, même pas? Un an, ouais. Je me suis fait virer au bout d'1 an. Il s'est passé quoi là-bas? Je suis tombé sur des gens qui savaient pas bosser, des gens qui ne voulaient pas bosser. Je dis ça, c'est toujours les mêmes qui sont toujours en place. Hein. Donc ils prouvent maintenant qu'ils sont devenus un club stable de Ligue 1, qu'ils n'avaient pas non plus de tout faux sur toute la ligne. Mais voilà, je m'entendais pas avec eux. Je suis arrivé par un concours de circonstances et j'ai toujours été le Parisien parachuté à Reims. Et voilà. Comme j'ai dit, quand j'ai quitté le club, finalement, je faisais rien, parce qu'on me laissait rien faire. J'avais même pas de bureau, pas de ligne de téléphone, pas d'adresse mail, j'avais rien. Donc voilà, j'ai vivoté pendant 1 an en ayant un très bon contact avec les joueurs. J'ai donc continué ma carrière à M6, puis Canal+. M6 et ensuite Canal+. M6 4 ans et ensuite Canal+, 11 ans. 11 ans à Canal+, d'accord. C'est à partir de quel moment où tu as commencé vraiment à exploser? La Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2006, où évidemment, quand tu fais les audiences, je me souviens, on avait fait un complément d'enquête sur M6 sur le coup de boule de Zidane. On était retourné à Berlin, l'émission, elle avait fait 2,6 millions. 2,6 millions. Donc évidemment, quand tu rentres dans 2,6 millions foyers, ta vie quotidienne change derrière. Zidane, tu l'as côtoyé un petit peu ou pas? Oui, ça s'est jamais bien passé entre nous. Jamais. C'est pas quelqu'un que j'apprécie. Je sais que c'est l'idole de la France. Oui, non, mais après. C'était un joueur exceptionnel, hein. Rien à dire sur le joueur. L'homme, je suis plus réservé. Il y a des joueurs, justement, à l'inverse, que tu apprécies foncièrement? Dans la même génération, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires. Les Gunners, puisque à l'époque, pour l'équipe, je suivais Arsenal. C'était vraiment une période très heureuse de ma vie où je passais une dizaine de jours par mois à Londres dans des conditions de confort invraisemblables. Et en plus, l'avantage qu'avait cet hôtel, c'est qu'il était à 200 mètres de là où habitait Pires et qu'il venait me chercher pour m'emmener à l'entraînement à Arsenal. Est-ce que tu as des phrases que tu pourrais regretter maintenant? La seule phrase que j'ai vraiment regrettée, c'est d'avoir dit, c'était à l'époque de 100% foot, d'avoir comparé Jean-Michel Aulas à Ceausescu. Ceausescu était un tortionnaire et un dictateur, ce qui n'était pas le cas de Jean-Michel, mais je m'en étais excusé dès la semaine d'après. D'accord, oui. Non, en général, ce que je dis, je le pense, et comme je le pense, voilà, j'ai pas à m'excuser, quoi. Et ensuite, tu as été chroniqueur pour TPMP? J'en ai fait 22. 22? Ouais. D'accord, ça a été? Impression mitigée,
Les 5 premières, j'étais complètement perdu. C'était un rythme totalement différent du Canal Football Club. Tu n'avais pas cette liberté de parole? Si j'avais de la liberté de parole, j'avais pas tant de parole. Voilà, j'étais pas à l'aise. Après, pendant une dizaine d'émissions, je me suis vraiment bien amusé. Et donc, au bout de 15 émissions, j'avais l'impression d'avoir un petit peu tout dit. Et en plus, les audiences n'étaient pas extraordinaires. Donc, Cyril avait fait un petit retour en arrière. C'est-à-dire qu'on recommençait à manger des trucs dégueulasses, à mettre des perruques, à chanter. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Et puis, la même année, j'avais commencé une émission, un talk show avec que des filles sur Canal+, qui s'appelait 19h30 PM. D'accord. Et qui n'a pas fonctionné, parce que c'est une émission qui était en avance sur son temps. Comme quoi, les filles et moi, c'est jamais le bon moment. Ouais. Et donc, l'émission, elle a commencé en septembre, elle s'est arrêtée en décembre. Et à partir de décembre, il fallait que j'aille sur le match du vendredi au stade faire l'émission d'avant-match. Et moi qui revenais de... Voilà, ça faisait à peine plus d'un an que j'étais greffé. C'était quelque chose qui me coûtait un peu sur le plan physique et je trouvais que c'était trop avec TPMP, donc j'ai pris la décision d'arrêter TPMP. Si je te dis que mon président de ligue t'a réveillé dans ta chambre d'hôtel, tu te rappelles qui c'est? Ah bah c'est Saïd Njimi, c'était à Guingamp, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est venu te réveiller? Karim Nedjari, qui était le patron du foot sur Canal, a eu l'idée de venir me réveiller dans ma chambre. On était dans une sorte de... Je sais pas si c'était vraiment un hôtel ou une chambre d'hôte. Très sympa d'ailleurs. Et ils ont déboulé dans ma chambre alors que je dormais à point fermé. Puis voilà, quoi. D'accord, ouais. C'était très drôle. Hein. Pas le dernier pour la déconne, donc bien sûr, ouais. Ça m'avait fait marrer. Ouais. Tu n'avais pas critiqué l'arbitrage de Saïd, non? Non. Il faisait des conneries comme d'autres. Hein. Oui. De toute façon, tous les arbitres font des conneries, comme les joueurs font des conneries. Mais lui, il faisait des conneries en étant sympa. Moi, le problème des arbitres que j'ai, c'est souvent leur attitude, leur arrogance. Il y en avait un que je trouvais très prometteur et qui, j'avoue, me déçoit depuis pas mal de temps, c'est Jérémy Pignard, celui que j'appelle Monsieur Pignard, qui a encore fait un arbitrage assez désastreux lors de Nice-Monaco. Mais pourtant, lui, je trouve qu'il a plutôt une bonne attitude sur le terrain. Après, il y a des mecs, c'est pas possible, quoi. Bata, c'est pas possible. Gauthier, qui est devenu le patron des arbitres, c'est pas possible non plus. Vraiment, lui, quand il arbitrait, je détestais son arrogance et sa manière de s'adresser aux joueurs. Je trouve que... Le football qui se féminise de plus en plus, qu'est-ce que tu en penses? Il se féminise de plus en plus dans les grands pays de foot qui sont en train de s'emparer du phénomène, notamment les Anglais, qui ont bien compris et qui mettent, eux, de vrais moyens. Récemment, j'ai été à Strasbourg, j'ai été voir le Racing contre Fleury en féminine. Oui. Alors déjà, je jouais à Colmar, il y avait peut-être 500 personnes au stade. Quoi, c'est la fédération qui met pas les moyens? Je pense que ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens. Et qu'à partir du moment où ça n'intéresse pas les gens, en plus, on est dans une période où déjà le foot masculin a du mal on le voit avec les droits, on a du mal à fédérer. Je pense que le foot féminin, c'est encore plus dur, quoi. Et en plus, je pense franchement qu'au niveau international, l'équipe de France est passée au travers d'une très belle génération avec Abili, Bonpastor, Nessib, qui restera à tout jamais ma joueuse de foot féminine préférée. Je vais te rejoindre là-dessus parce que moi, j'étais pas du tout intéressé par le football féminin par ce que j'avais vu. Je suis allé la semaine dernière à Chelsea. J'ai vu Chelsea contre Tottenham. J'ai vraiment pris du plaisir à voir du football féminin. Non, mais c'était dans un stade, il y avait du monde. Il y avait du monde, oui. Eh oui, voilà, c'est ça. Le stade était rempli. Tu vois des matchs de Ligue 1 en France, dans des stades de campagne ouverts aux quatre vents, les mecs savent même pas où foutre leur caméra. Enfin, la pub, le rendu visuel est désastreux, quoi. Est-ce que tu te souviens de l'affaire Patrice Evra? Ah oui, je m'en souviens. C'était un dimanche, évidemment. Et il y a un mec que je ne connais pas de TF1 qui m'appelle et me dit, voilà, on tenait à te prévenir, on a fait une interview de Patrice Evra et il t'insulte. Et il m'a dit, sache que le service juridique de TF1 a fait même couper des passages parce que ce qu'il disait était totalement diffamatoire. Déjà, ce qu'ils ont passé à l'antenne n'était pas très reluisant. Et donc, il dit, s'il fait cette jongle, j'arrête ma carrière. Et moi, j'entends ça et je dis, gentil Evra, mais je suis pas son chien, je suis pas ses ordres. Et à l'époque, j'avais une boutique de basket avec mon fils et le mardi, il me dit, papa, je t'en supplie, fais tes jongles parce que tous les gens qui rentrent dans la boutique, ils me disent, alors ton père, il va faire les jongles ou pas? Donc je l'ai fait pour mon fils. On a été dans un parc, on a fait des scénettes autour de ça. J'ai pas fait 7 jongles, j'en ai fait 9. Du premier coup? Non, pas du premier coup, du 6e coup.
Quels sont les joueurs et entraîneurs qui t'ont le plus marqué en coulisses? Entraîneur Gilbert Grèce. Ouais. Parce que j'avais une relation très forte avec lui, alors que c'était un mec qui était réputé extrêmement compliqué et difficile avec les journalistes. Mais il avait estimé, il avait décrété que j'étais un connaisseur de foot, donc il me respectait. Et ça se passait très très bien. Christian Gourcuff, parce que j'adorais sa philosophie de jeu. Il était entraîneur de Rennes. Rennes bat Monaco 1-0, but de Monterrubio. Et après le match, je vais dîner chez lui. Et il a sorti son ordinateur, il l'a ouvert et il m'a montré le but. Travailler à l'entraînement sur ordinateur. Ça, c'est des trucs qui me bluffent. C'était exactement le... Ah, c'était... on a l'impression que c'était l'image, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me bluffe. Et Arsène, évidemment, Arsène Wenger. Alors Arsène Wenger, c'est drôle parce que quand je suis à Arsenal, on n'avait pas forcément de très très bons rapports parce que il se méfiait de moi parce qu'il trouvait que j'étais trop proche de ses joueurs. Quand les joueurs, Pires, Vieira, Henry, ont quitté Arsenal et que je venais pour Canal commenter les matchs, après les matchs, on allait dans son salon privé où il y avait des petits fours et machin. Il y avait Boro Primora, qui avait Gary Rice, son adjoint, et puis on discutait avec Stéphane Guy et tout. Et aujourd'hui, on est très contents. Et là, le 12 novembre, il remet la Légion d'honneur à mon meilleur ami qui est Marc Keller. Et je serais très content encore une fois de voir Arsène, qui est un des personnages majeurs du football français pour moi. Tout à l'heure, tu me parlais de Neymar, tu me disais que c'était un chouette gars. Oui, je l'ai croisé plusieurs fois, alors au parc, et puis je l'ai croisé à la soirée pour son parfum, alors qu'il parlait très mal le français, beaucoup moins mal que ce que les gens croient d'ailleurs. Il parlait pas couramment le français. Il savait très bien qui j'étais, il savait très bien ce que je disais sur lui, et il m'a accueilli de façon formidable. Son père aussi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très doux, très affectueux, très sensible, qui est loin de l'image de fêtard joueur de poker qu'il est. Mais il est plus complexe que ça. Je pense que c'est quelqu'un à qui on a volé la jeunesse, qui a aujourd'hui une soif de vivre et de faire la fête. Alors là, je suis content parce que je vois qu'il a eu une petite fille et que du coup, il s'était séparé de la mère, Bruna Biancardi. Et puis finalement, ils ont l'air de s'être remis ensemble. Donc j'espère qu'il va avoir un peu de stabilité et j'espère surtout qu'il va revenir à un bon niveau, parce que moi j'avoue que quand il a quitté le PSG, il y a une partie de moi, alors je vais dire qui est morte, c'est un peu exagéré, mais une partie de ma passion est partie avec lui, parce que voilà, c'était un joueur. Aujourd'hui, on se plaint que le foot est aseptisé, que le foot c'est que des athlètes qui courent très vite. Et dans ce concert-là, Neymar, c'était un joueur différent. D'abord, il est taillé, on dirait une biscotte. Le Neymar qui est arrivé, je ne sais plus quelle année, au PSG, c'était vertigineux ce qu'il a fait, quoi. Son premier match à Guingamp, les mecs ils se regardaient tous en disant on n'a jamais vu ça. Après on dit ouais, mais il s'est trop de blessures à cause de l'hygiène de vie. 2 fractures du métatarse, une grave entorse contre Lille bien aidé par Benjamin André et une rupture des croisés. C'est pas des blessures d'hygiène de vie ça. Parce que maintenant, donc tu ne fais plus FIFA, c'est terminé FIFA. Non, ils m'ont viré dès le lendemain de l'affaire Portonano. L'agent qui s'occupait de moi dans ce dossier m'a dit ils vont étudier ton cas le mardi aussi. Et le mercredi, j'ai appris sur Twitter que j'étais viré avec un tweet du genre suite à ces agissements, Pierre Ménès ne fera plus jamais la voix sur FIFA et si vous voulez ne plus entendre sa voix, vous pouvez mettre le jeu dans une autre langue. Et le courrier chez moi pour indiquer que j'étais viré alors que j'avais 1 an de contrat encore. Évidemment, j'ai attaqué. Évidemment, j'ai gagné, quoi. Ça te plaisait sinon de FIFA? C'était très valorisant d'être dans ce jeu. Le résultat était plutôt sympa. À faire, c'était la pire des années. T'es dans une salle qui est grande comme notre table, là, avec un écran et puis tu répètes tes phrases. Je sais plus combien, la première année, j'avais fait quoi, 25 000 phrases. T'étais pas libre de tes choix? Non, faut arrêter de croire que... Effectivement, le jeu est très répétitif quand il joue très souvent au niveau des commentaires, mais voilà... c'est aussi la volonté des éditeurs, quoi. Quels sont les moments les plus marquants de ta carrière? Là où tu t'es dit vraiment, voilà pourquoi je fais ce métier. Je dirais qu'il y a l'Euro 2000, j'ai suivi l'équipe de France, je pense que c'était la meilleure équipe de France de l'histoire. Ouais, l'Euro 2000, ouais. Parce que dans une compète, quand tu tapes le Danemark, la République tchèque, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, c'est quand même pas mal. Un de mes meilleurs souvenirs en tant que journaliste, bizarrement, c'est la Coupe du Monde en Corée, même si elle a duré que 24 jours. Ah oui, pourquoi? Mais parce que j'ai fait des fêtes invraisemblables à Séoul pendant... je rentrais de fête, les premiers journalistes se levaient pour petit-déj. Et alors, comme l'équipe de France s'est fait éliminer à la fin du premier tour, on a pris un avion le lendemain matin. Et c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans mon canapé chez moi à regarder le match du Brésil à la télé, mais comme un con. Et
je me disais, mais c'est pas possible. Il y a quoi? Il y a 18 heures, j'étais encore à Séoul et je faisais la fête et j'étais le roi du pétrole, quoi. Sinon, évidemment, la chose la plus marquante que j'ai vécue de ma carrière, c'est mon retour de greffe au Canal Football Club. Il y avait une émission spéciale dédiée pour toi. Hein. Bah, le début, oui. Le début. Oui, c'était, j'avais invité tout le monde, ma famille, mes amis, mon médecin, mon homme d'affaires, mon kiné. Tout le monde était là, quoi, ma mère. Quand je me suis réveillé de ma grève, j'ai dit je reprendrai l'émission en 3 mois. Et les médecins ont fait... Et je suis revenu 3 mois et 1 semaine après. Parce que, comme je l'ai toujours dit, avoir un caractère de merde, ça aide aussi parfois. Ça aide aussi parfois. Oui, c'était un très beau moment, ce retour, avec les vœux de Nagui, d'Estelle Denis, de Nasser El Khelaifi, d'Mbappé, qui était à Monaco à l'époque, de Matt Pokora, en plein concert. Voilà, c'est des moments... Ça fait chaud au cœur et c'est quelque chose que ma mère, ma pauvre mère, qui est décédée il y a 1 an et demi, regardait pratiquement quotidiennement. Ouais. Et j'ai vu que tu rends un petit peu l'appareil, enfin, à ta manière peut-être, parce que je t'ai vu souvent avec des enfants diagnostiqués de maladies. Oui, je considère que... Alors Noah, c'est devenu beaucoup plus qu'un enfant que j'ai été voir à l'hôpital. On est toujours en contact, j'ai été le voir chez lui, il est venu à la maison avec ses parents, sa sœur. Moi, je considère que être malade, c'est aussi une grande famille, quoi. Et qu'il n'y a pas grand monde qui puisse comprendre le quotidien d'un malade qu'un autre malade. Tu as dit que tu étais une bougie qui s'éteignait. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Alors, elle était quasiment éteinte, la bougie. Quasiment éteinte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un dimanche soir, à 2h30 du matin. Ils nous appellent et me disent, voilà, on a un greffon pour vous. J'ai même pas eu le temps de claquer les doigts que ma femme m'avait déjà habillé, j'étais en jogging. Le SAMU est arrivé, les mecs commençaient à me parler de foot. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis tombé dans le coma. Et j'ai été opéré, je crois, 8-10 heures plus tard. Et l'opération a duré 10 heures avec 10 litres de transfusion sanguine, quand même. D'où l'importance de... Ce qui explique que je ne sois pas tatoué comme ton merveilleux caméraman. Parmi les choses que je m'étais dites, je me dis, quand je serai tatoué, je me ferai tatouer Rebirth. Et j'ai pas pu, j'avais pas le droit, donc c'est ma femme qui se l'est fait tatouer là. C'est une période très très difficile. Mais j'en ai vécu d'autres depuis. Oui, on peut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette affaire? Peut-être que tu peux t'expliquer? L'affaire, c'est que Marie Portolano me demande de venir participer à son reportage sur la place des femmes dans le journalisme sportif. Comme je te l'ai dit en début d'interview, comme j'avais lancé, et j'ai été le premier... Et pour l'instant, jusqu'à présent, le seul à avoir lancé un talk show de foot avec que des filles, je me suis dit, elle m'appelle pour ça, et puis parce qu'elle a travaillé avec moi, et puis parce que ma carrière sportive a toujours été jalonnée de présence féminine. Frédéric Galamet, Isabelle Moreau, et tant d'autres. Astrid Barr, voilà. Et donc j'arrive, et puis on commence l'interview à Canal, et elle me dit... Est-ce que tu te souviens que tu m'as soulevé ma jupe? Et là, blackout, interlude. Non, je me souviens pas. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je m'en souviens pas. Donc, je n'ai jamais dit je l'ai fait ou je l'ai pas fait. J'ai dit, et je le dis encore aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Canal voit ça et dit, c'est pas possible que quelqu'un d'une chaîne attaque à ce point quelqu'un de la même chaîne, donc on ne passera pas cet extrait. Sauf que l'extrait... à mon avis, a fuité à un site qui l'a fait passer, et puis voilà, ça a fait un scandale horrible. Encore plus un scandale que si ça avait été passé dans le doc. Sauf que bon, depuis, je ne savais pas, le jour où j'étais supposé lui avoir soulevé la jupe, il se trouve que c'était le 26 août 2016, qui se trouve être la dernière émission que j'ai été en état de faire avant de partir en maladie jusqu'à ma greffe. Et je me souviens de rien de cette émission. C'est même pas que je me souviens pas de lui avoir soulevé sa jupe. Bien sûr, ouais. Je me souviens pas que c'était Griezmann l'invité. Je me souviens pas que ma femme, qui ne venait jamais, était venue. Je ne me souviens pas que je n'étais pas resté pour le débrief du match qui était Monaco-PSG. Je ne me souviens pas que ma femme m'a ramené en voiture. Je me souviens de rien. 3 semaines avant cette émission, j'étais tombé en coma parce que j'avais fait une encéphalopathie. Et j'en ai fait d'ailleurs plusieurs par la suite. J'en ai peut-être fait une ce soir-là, je ne m'en souviens pas. Sauf que je suis censé lui avoir soulevé la jupe à la séance photo à la fin de l'émission avec Griezmann. Donc c'est commencé, on est comme ça, l'émission se termine, on se remet tous derrière Hervé, le photographe, les caméras qui continuent à filmer, et tout le public derrière. Il n'y en a pas un qui a vu que je lui ai soulevé la jupe.
Ni l'équipe, ni le photographe, ni Griezmann, ni le public, personne. Est-ce que c'est dans tes habitudes de faire ça? Pas du tout. Je me souviens pas d'avoir jamais soulevé la jupe de ma femme déjà. Donc, dans un excès de, dans un excès de démence ou dans je sais pas. Ça pouvait pas être un moment euphorique parce que tu verrais la tronche que j'avais ce jour-là. Oui, j'avais le masque de la mort sur moi, très franchement. Donc voilà quoi. Donc et puis Ortolano, elle en a fait c'est le buzz de sa carrière. Hein. C'est la femme qui a fait tomber Pierre Ménès. Quoi. Et là, elle a sorti il y a 6 mois un bouquin où il y a 4 pages et demie sur cet incident où évidemment elle omet de me citer, sauf que c'est complètement con puisque tout le monde sait que c'est de moi qu'elle parle. Et mon avocat a isolé 8 cas de diffamation dans ces 4 pages et demie. Okay. Et j'en ai tu portes plainte pour ça? J'en ai isolé 2. Ouais. Celui où elle dit que je lui ai avoué lui avoir soulevé la jupe, ce qui est totalement faux. Je peux pas avouer un truc dont je me souviens pas. Et surtout un truc où elle dit que j'avais un droit de cuissage à Canal avec la bénédiction des patrons, ce qui est évidemment là pour le coup totalement. Je pense pas que les patrons acceptent. Droit de cuissage. Donc je porte plainte en diffamation contre elle, ce qui ne m'amuse pas. Totalement, mais bon, 3 ans après avoir dit « Oh là là, c'est pas lui que je visais, c'était le système ». Donc voilà, donc j'ai effectivement porté plainte contre elle. La plainte a été déposée, ça y est. Oui. Ah ouais. Ça m'a coûté 2500 balles, mais... Il y a eu cette histoire aussi au Parc des Princes. Alors là où tu as été innocenté totalement. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il se passe que donc le samedi, je vais à PSG Nantes, premier but de Messi sous les couleurs du PSG. Et le lundi soir, mon avocat m'appelle en me disant « Qu'est-ce que t'as foutu au Parc des Princes ?» Je dis « Écoute, non, rien, j'étais au match. » Il dit « Écoute, il y a 2 journalistes qui disent qu'il y a une hôtesse qui t'accuse d'agression sexuelle. » Et là, tu cherches. Tu te dis « Mais où ça ?» Et puis, donc je sais que je vais être mis en garde à vue, puisque... Elle n'a pas porté plainte, mais elle a été à la police. Ça a donc fait sauter le rappel à la loi que j'avais eu pour des vendeuses de chez Nike qui m'avaient accusé d'avoir frotté mon sexe, touché leurs fesses, touché leurs seins, enfin, n'importe quoi. Et donc, voilà, 11 heures de garde à vue. Pendant 11 heures, les flics me disent ça va être classé sans suite, il n'y a rien. Sauf qu'au bout de 11 heures, la juge voulait me garder en cellule la nuit et me déférer au parquet le lendemain. Sauf que les flics ont dit, vous êtes bien gentil, mais il est greffé, il a passé médoc, donc il va rentrer chez lui. Et voilà, et donc procès 3 jours après le décès de ma mère, procès en béquille parce que je venais d'être amputé de 3 orteils, et à l'arrivée, 2 mois avec sursis, donc innocenté d'avoir frotté mon sexe, touché les seins, touché les fesses, touché le sein de l'hôtesse, innocenté de tout ça, juste condamné à 2 mois avec sursis pour avoir enlacé les mains d'une vendeuse sur la foi d'une vidéo qui a été détruite par le parquet et qui n'a donc pas été produite. D'accord. Toi, tu te souviens quand même avoir enlacé les mains? Probablement, oui. Non, mais je veux dire, si ça, c'est une agression sexuelle, il faut le dire à tout le monde déjà. J'ai eu la condamnation minimum. Pas d'amende, rien. J'ai juste eu 2 mois avec sursis pour ça, quoi. Il y a un truc que j'ai appris de toute cette triste histoire, c'est que quand t'as rien fait, ce qui est mon cas, là, tu te défends comme une merde. Parce que tu cherches des justifications et des explications là où il y en a pas. Ces gens ont brisé ma carrière, ces gens ont brisé ma vie, quelque part. Après, j'ai eu 2 malchances, et d'abord, cette accumulation d'accusations qui sont tombées un peu de nulle part. Mais effectivement, il y avait une telle accumulation que je me mets à la place des gens qui disent, bah oui, mais bon, là, ok, la jupe, il s'en souvient pas, il l'a peut-être pas fait. Mais bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a le sein de l'hôtesse, il y a les vendeuses de chez Nike. Bon, à un moment donné, tu te dis, le mec, c'est un gros pervers, et puis voilà, quoi, tu cherches pas plus loin. Mais je pense que ce qui m'a vraiment desservi, c'est que je suis tombé en même temps que Nicolas Hulot, PPDA. C'est ça qui a brisé, entre guillemets, ta carrière? Complètement. Complètement, c'est ça qui a brisé ta carrière? Complètement. Canal+, ils t'ont viré? Ils m'ont demandé de partir, ils m'ont indemnisé. Une belle indemnisation? Oui, 400 000 euros. 400 000 euros, d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux retravailler maintenant? Enfin, je peux, hein, mais j'ai pas envie. Pas envie, j'ai trop souffert. Si tu veux, quand on t'accuse d'avoir touché le sein d'une nana, alors que tu t'es même pas approché d'elle, en plus, je veux dire, il y a peu d'endroits que le Parc des Princes où il y a autant de caméras au centimètre carré. Cette histoire, ça a été le coup de grâce parce que j'avais retrouvé j'avais une plateforme avec Reworld et évidemment suite à ça, il y avait plus de sponsors qui avaient envie d'investir sur mon nom. Je peux les comprendre. Hein, le mec, il a fait 11 heures de garde à vue. Il est déjà accusé de ça avant. Je me mets à leur place. Et en fait, moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à ma femme,
Je lui ai dit, là, l'hôtesse, elle m'accuse de leur toucher le sein. L'étape d'après, c'est une nana qui va dire, il a mis la main dans ma culotte à une soirée où j'étais pas, quoi. Ta femme, elle t'a soutenu dans ce Totalement. 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 Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'elle croise Portolano un jour dans une rue sombre. Ouais. Totalement, parce que finalement, elle me connaît, elle le sait que je suis lourdingue, que je suis grossier, que je suis trivial, que je fais aucune différence entre une femme et un homme, que je peux dire une nana va te faire enculer, comme je dis un mec va te faire enculer. J'en suis tout à fait capable. Ouais. Tu vois, ce qui me fait très plaisir, c'est que ma maquilleuse du CFC est toujours en contact avec moi. Pourtant, je veux dire, il y a peu de femmes sur cette terre à qui j'ai dit plus d'horreur qu'à elle. C'est aussi une question de perception de la chose et de sens de l'humour. Je pense que si je revenais sur le devant de la scène, j'aurais trop peur qu'il y ait une femme qui vienne et qui invente un nouveau truc, parce que une nouvelle accusation, un nouveau truc, je ne le supporterais pas. Et est-ce que tes collègues de travail, ils t'ont soutenu, ils t'ont lâché, Tous m'ont lâché, pratiquement tous. Ouais, Enfin, tous les importants. Je veux dire, il y a Laurent Paganelli, Olivier Talaron, Clément Gachny, qui donnent encore un peu des nouvelles, mais bon, tous les autres. Hervé Matou, Faut surtout pas que la boue qui m'a attaché atteigne son immaculée personnalité. C'est décevant, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant? Non. Ça doit être très décevant parce que c'était... Ouais, mais j'étais pas surpris, je savais qu'il réagirait comme ça. D'accord. Comme je l'ai dit, et il l'a pas bien pris, j'ai dit quand il fallait faire le beau, quand j'étais malade, venir chez moi, m'entourer. Il était là, et quelque part, je ne peux pas l'oublier non plus. En souvenir justement de ça, il aurait pu un peu plus me soutenir quand j'ai été... Parce que visiblement, Portolano l'a dit à tout le monde, que je lui avais soulevé la jupe. Personne ne m'en a jamais parlé. Ça s'est passé en août 2016. L'interview, elle a eu lieu en 2021. C'est passé 5 ans. 5 ans. Personne t'en a parlé. Personne ne m'en a jamais parlé. Quand elle me dit, est-ce que tu te souviens que tu m'as soulevé la jupe? Je ne sais même pas quoi répondre. Oui, quelqu'un t'en aurait parlé. Est-ce que c'est vrai que t'as fait ça? Est-ce que c'est vrai que t'as fait ça? Non. Ouais, non. On aurait pu même me rappeler à l'ordre, tu vois. J'aurais tout à fait compris ça. Et est-ce que, en tant que personnalité, tu reçois des messages de femmes, des photos, comme beaucoup de sportifs ou de personnalités? Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Ouais. Quoi, des photos, des messages? Les deux. Les deux? Des photos, des messages, des demandes d'amis sur Instagram. Ouais. Et c'est marrant parce que derrière, la prise de conversation est toujours la même. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas, j'aimerais faire connaissance. Et en général, je leur dis, mais tu sais qui je suis? Et elle a dit, ah non. Donc, bon, tu sais que c'est bidon, quoi. Surtout que tu sais qu'il y a des escrocs africains qui traînent beaucoup derrière ce genre de fausses filles. Mais j'ai eu aussi des filles qui m'ont envoyé des photos d'elles nues, qui n'étaient pas des photos posées. Tu voyais que c'était des photos, voilà. D'accord. Oui, j'en ai eu pas mal, même. Ouais. C'est m'est arrivé de répondre, hein, des fois. Pas forcément aux photos à poil, parce que je trouve que c'est un peu... C'est osé. Un peu rapide, comme prise de contact. Enfin, tu vois très très rapidement la tournure de la conversation. Tu vois tout de suite si elle est intéressée par quelque chose de précis ou si elle veut juste ferrer un poisson qu'elle estime peut-être encore plus gros que je ne le suis aujourd'hui. Financièrement, maintenant... Ah bah la fête est finie. La fête est finie. La fête est finie, oui, bien sûr. Parce que maintenant, comme revenu, t'as... J'ai le chômage, ma pension d'invalidité. Mes droits au chômage s'arrêtent en mai et je suis à la retraite à 62 ans en juin. Ta retraite de toutes tes années de cotisation. Voilà. T'as eu ta marionnette au Guignol de l'Info, Pierre, ça te faisait quoi? Ça te faisait rire? C'était, Oui, ça me fait... moi, ça me faisait rire quand je te voyais. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est rigolo parce que mes enfants, ils n'en avaient rien à foutre que je sois à la télé. Par contre, que j'ai ma marionnette au Guignol, là... Ça les faisait rire? Ah ouais. Non, ça les a impressionnés. Ça. Ah oui? Ça les a impressionnés. J'avais un peu la Légion d'honneur. Franchement, c'est une caricature, donc ils accentuaient mon côté parigo. Un peu beauf. Celui qui en mettait plein la tête à tout le monde. Faut accepter. Ouais. Faut accepter. On a même fait la couverture du DVD annuel avec Hervé, donc c'était une très très belle période. Non, tu veux maintenant vivre en paix ici tranquillement. Voilà. Plus côtoyer ce monde du showbiz, on va dire. J'ai jamais non plus été très... à l'époque de Canal, un peu avant oui, mais à l'époque de Canal, j'étais déjà plus un oiseau de nuit, j'étais plus... car depuis ma greffe, c'est très très compliqué de me voir debout jusqu'à minuit. Ouais. Donc non, c'est même pas le showbiz, même si j'ai eu pas mal de copains dans le showbiz, même certains qui m'ont pas laissé tomber, comme Valérie Pécresse ou Elie Semoun ou Estelle Denis.
Dominique Grimaud, tout ça, c'est vraiment ma garde rapprochée. Valérie Pécresse, elle revient ici un petit peu, te voir. Valérie Pécresse, elle a une maison sur le front de mer, au bout de la baie. C'est quelqu'un que j'aime profondément, qui m'a jamais laissé tomber, et puis c'est quelqu'un qui m'a soutenu. Mais bon, je l'apprécie pas uniquement parce qu'elle m'a soutenu. Bien sûr, non, c'est un tout. C'est pas non plus une condition sine qua non pour que j'ai un rapport avec quelqu'un. Enfin, quand je dis un rapport, je m'entends. L'image qu'elle a auprès du grand public de bourgeoise versaillaise, elle est tellement éloignée de ce qu'elle est vraiment, c'est quand même une femme qui, qu'elle est présidente de la région Île-de-France, c'est-à-dire qu'elle gère un budget plus important que pas mal de pays, tu vois. C'est incroyable, parce que les médias veulent nous montrer, et la réalité. Alors, pour elle, c'est une évidence. Mais même, tout à l'heure, tu parlais de Neymar. Neymar, la télé, il nous montre pas non plus quelqu'un de... Neymar, chaleureux, humain, tout ça, il nous le montre pas. Bah non. Toi, tu peux le confirmer. Ah bah, je peux le confirmer, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du football, on va dire, d'avant et de maintenant, en termes de mentalité, de salaires qui vont exploser? L'argent, ça n'a jamais été un problème pour moi, parce que tu sais, quand j'allais chez Henri, il avait une maison je sais plus, à 15 millions d'euros, quoi, tu vois. Donc, à Arsenal? Ouais, donc Hampstead, une maison hallucinante, avec des voitures hallucinantes. L'argent des autres ne m'a jamais ni tourné la tête, ni envié, voilà. Pour moi, l'argent dans le foot, c'est un faux problème. Après, c'est l'évolution du jeu qui me déplaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, justement, des Neymar, des Ronaldinho, des Xavi, des Iniesta, bientôt des Griezmann, des Riquelme, des joueurs comme ça va être de plus en plus difficile parce que je suis pas certain, par exemple, que Riquelme, il arrive aujourd'hui dans un centre de formation. Je suis pas certain qu'il prenne pas un coup de pied assez rapidement. Oui. Comme Griezmann a été refusé par tous les centres de formation français. Je pense qu'aujourd'hui, les centres de formation, et je pense que c'est aussi ça quand tu professionnalises de plus en plus la formation, tu veux des athlètes, tu veux des mecs qui courent vite et longtemps. Un excellent exemple, Strasbourg, là, qui est mon club un peu, a recruté un Suédois qui s'appelle Nanasi, qui est un joueur complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un fin technicien, un joueur qui a une superbe qualité de pied, mais qui va pas très vite, qui est pas rapide, qui est pas puissant. Je veux dire, aujourd'hui, le footballeur d'aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Mais il y en a qu'un d'Mbappé, quoi. Après, c'est pas parce que t'es noir, que tu fais 1m85 et que tu cours le 100 mètres en 11 secondes 5 que tu vas forcément être un bon joueur de foot. Mais regarde les centres de formation. Tu vas voir les centres de formation, tu vas avoir une équipe où tu as 10 ou 11 noirs qui font tous entre 1m85 et 1m95 et qui sont déjà des Golgoths sur le terrain et qui ont pas beaucoup de magie dans les pieds. C'est ça que ce dont je voudrais être sûr, c'est est-ce que les footballeurs d'aujourd'hui, le mec qui va avoir de la magie dans les pieds, mais peut-être des déficiences sur le plan physique, est-ce qu'il peut encore percer dans le foot d'aujourd'hui? Malheureusement, j'en suis pas sûr. J'avais vu une interview de toi d'ailleurs qui, je crois que ça disait, il y avait une petite polémique sur le fait qu'il y ait beaucoup de noirs en équipe de France et tu disais, moi ça me dérange pas. Ah non. Je veux dire, ça me choque, mais ça me choquera autant qu'on me dise il y a que des blancs en équipe de France, parce que ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, Strasbourg aujourd'hui, encore une fois, c'est mon club favori, ils ont que des noirs, hein. À part le gardien et Nanasi. Bon, voilà, je veux dire, de toute façon, tu peux prendre le problème dans tous les sens. Les jeunes noirs sont plus matures physiquement très tôt, ils ont une musculature beaucoup plus aboutie, plus jeune que les blancs, et comme aujourd'hui c'est la course à l'échalote au niveau des jeunes pour avoir des résultats, c'est sûr que si tu as le choix entre un petit mec technique d'un mètre 62 qui est taillé comme une allumette et un Golgoth black qui a le même âge et qui fait 1m90 et 80 kilos, tu feras jouer le noir. Et bien sûr, non, de toute façon, moi je suis pour la méritocratie. S'il y a 11 noirs compétents, qu'on les fasse jouer. S'il y a 11 blancs compétents, qu'on les fasse jouer. Voilà. C'est ça. Hein. Après, effectivement, on fait jouer les meilleurs. Après, effectivement, ce qui frappe un peu peut-être l'imaginaire, c'est que Lloris, Griezmann, Giroud ont pris leur retraite très, très rapprochée. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du retrait de Griezmann? Tu penses que c'est parce qu'il n'a pas été capitaine ou Mais je peux pas croire à ça, moi. Ouais. Je peux pas croire à ça. Je peux pas croire qu'un joueur. Je sais pas. Je peux pas croire qu'un joueur fasse un tel pataquès pour quelque chose qui est finalement qu'un bout de tissu élastique autour du bras.
c'est pas non plus. Je dis souvent que le brassard de capitaine, c'est de la branlette de journaliste. Mais je le pense sincèrement. Je pense que. Tu penses qu'il est parti pour quelle raison vraiment? Beaucoup se posent la question, mais pourquoi il est parti? Moi, je pense qu'il est parti parce qu'il peut plus. C'est encore un très bon joueur. Hein. Oui, mais plus en sélection. Plus en sélection, ouais. Plus en sélection. Je veux dire, regarde, Kolo Muani est inexistant avec le PSG et plutôt performant avec l'équipe de France. Je pense aussi que la connexion Griezmann-Mbappé n'a jamais été bonne. Je suis pas certain que Griezmann ait fait marquer plus de 3 buts à Mbappé en équipe de France. L'inverse n'étant pas vrai. Alors qu'ils s'entendaient très bien finalement, mais bien s'entendre dans la vie ne veut pas forcément dire que tu as une bonne relation tactique et technique. Absolument. Henry n'avait aucun problème humain avec Zidane et il se trouvait pas sur le terrain. Alors Henry t'expliquait ça très bien. Il disait le problème c'est que Zidane fait les appels de la gauche vers l'axe et moi je fais les appels de l'axe vers la gauche. Donc c'est-à-dire qu'au moment où il reçoit la balle, je suis trop près de lui. Et il m'a dit c'est une grande différence. Lui, le footballeur avec lequel Henry préférait jouer, c'était Bergkamp. Bergkamp disait je bouge l'oreille comme ça, le ballon est déjà parti. Dennis Bergkamp. Voilà, il y a des explications. Je pense que par exemple que Vinicius et Mbappé s'entendent très bien, mais la connexion sur le terrain n'est pas bonne. Je pense aussi que Vinicius est obsédé par le Ballon d'Or. Moi, j'ai divorcé du Ballon d'Or le jour où Nedved l'a eu contre Thierry Henry. J'en ai parlé avec Arnaud Ramsey, exactement. Parce que tous les pays de l'Est ont voté comme un seul homme pour Nedved et tous les grands pays de foot avaient voté pour Henry. Donc voilà, pour moi, c'est une escroquerie, tout comme l'Eurovision, avec l'éclatement des pays de l'Est. Tu sais déjà que la France ne gagnera jamais. Puis je trouve qu'on en fait trop sur cette compète, sur ce trophée qui est un trophée individuel dans un sport collectif. Et je vois que ça a pollué le début de saison de Vinicius qui a joué tout seul, qui a encore joué tout seul contre le Barça. Il y a un ballon, à un moment donné, il tire alors qu'il y a Mbappé seul face au but vide. Je pense que ce Ballon d'Or, c'est très néfaste pour le football. Puis je pense aussi qu'il y a trop de matchs de foot. Tu vois, moi, la semaine dernière, je vois foot, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 soirées et après-midi, j'étais comme un con sur mon canapé. Alors, de temps en temps, je m'endors. Hein, j'avoue, il y a trop de foot. Alors, tout le monde n'a pas une chaîne YouTube, tout le monde n'est pas obligé de se taper tous les matchs. Mais il faut faire des choix, quoi. Mais bon, les audiences s'en ressentent. Je pense que le foot file un mauvais coton. Pourquoi ? Trop de matchs, trop de compètes, trop de trêves internationales. On va avoir une 3e trêve internationale à partir du 10 novembre pour aller jouer cette Ligue des Nations dont le monde entier se surbranle. Donc voilà, quoi. Puis la Coupe du Monde des clubs, alors là c'est pas encore sûr que ça voit le jour, c'est imposture parce que visiblement t'as pas un sponsor qui s'y intéresse et tu vois que les clubs ont envie de dire là aussi on va peut-être envoyer les coiffeurs. Il faut arrêter d'inventer les compètes, il faut arrêter de faire des saisons à plus de 60 matchs pour les joueurs. À un moment donné, il va pas falloir s'étonner que les mecs se dopent. Hein. Il y a du dopage, tu penses, dans le football ? Ponctuellement, forcément. De façon systémique et organisée, c'est pas possible. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu ou qu'il y a de la corruption dans le football français, je parle ? Il y a eu des problèmes avec Marseille en son temps, c'était pas d'ailleurs au niveau des arbitres. Entre clubs, peut-être qu'ils s'arrangent, non ? Je sais pas. De temps en temps, tu vois effectivement que quand deux équipes ont besoin d'un nul, il y a de grandes chances que le match finisse par un match nul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est aussi la compète qui veut ça. Écoute Pierre, je te remercie vraiment pour merci d'être m'avoir accordé du temps. Merci d'être venu jusqu'à moi. On est en Bretagne là ? Il paraît. On n'est pas loin de Nantes. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sorcelat, vous verrez, il cuisine pas mal.